Bienvenue, vous êtes bien évidemment sur Gabon 24. Aujourd'hui, on parle de la fonction achat. La crise sanitaire que traverse le monde n'épargne aucun secteur. Les économies se sont mises à rude épreuve et les achats ne sont pas épargnés. Face à l'ampleur de la crise de la Covid-19, les achats se sont mis en ordre de bataille. Plus que jamais, la relation entre fournisseurs et acheteurs est au cœur de la tempête. Comment en sortir? Comment anticiper la crise? Nous allons voir cela tout à l'heure avec notre expert sur le plateau. Mais avant tout ça, vous, dites-nous, c'est quoi un achat? Un achat, c'est pour acheter quelque chose. Quand on a besoin d'un article, ou bien d'une maison, ou bien une voiture, on fait un achat, un investissement. Un achat, c'est une opération par laquelle une personne ou une institution comble un besoin. C'est la réponse à un besoin, en fait. Acheter quelque chose, c'est, par exemple, tu peux acheter quelque chose pour tes enfants. Quand je vois, je voulais payer des choses pour mes enfants, pour ma femme, pour moi-même. C'est ça, pour payer quelque chose. Un achat, pour moi, un achat, c'est d'acheter quelque chose. C'est tout. Aller se rendre dans un marché et acheter quelque chose. Acheter, c'est aussi posséder et il y a même un pouvoir autour de l'achat. Allons-y découvrir. L'achat est un acte par lequel une personne physique ou morale obtient un bien ou un service grâce au paiement d'une contrepartie financière. L'objectif étant d'acquérir un bien et d'en devenir le possesseur. La notion d'achat est intimement liée à celle de vente, puisqu'on achète forcément un bien à vendre. Le sens générique du pouvoir d'achat renvoie à la quantité des biens ou des services qu'il est possible d'acheter avec un montant d'argent donné. Mais l'origine de ce montant est souvent disparate. On assimile ainsi fréquemment le pouvoir d'achat des salaires à celui des salariés, celui des retraites à celui des retraités. Pourtant, les salariés vivent rarement seuls, ou du moins dans une famille où ils sont les seuls actifs. En outre, ils bénéficient très souvent des prestations qui viennent abonder leurs ressources. Dans ces conditions, il convient de bien préciser à quel montant d'argent on se réfère lorsqu'on parle de pouvoir d'achat ou, comme c'est le cas le plus fréquent, d'évolution du pouvoir d'achat. Nous revenons sur le plateau et nous sommes accompagnés de Salomon Eman. Il est conseiller senior, donc senior advisor, c'est ça? C'est ça. Merci d'avoir répondu à l'appel de Gabon 24. C'est moi qui vous remercie. Mais pour déjà, l'invitation. dites-nous, c'est quoi le travail d'un senior advisor? Vous faites quoi? Alors, un senior advisor, c'est en anglais senior pour quelqu'un qui a de la bouteille, qui a une certaine expertise et certaine expérience, et advisor pour conseiller. Le rôle d'un senior advisor, c'est de conseiller les personnes qui l'interpellent sur certains sujets. C'est un stimulateur intellectuel, on va dire. Vous avez un problème, vous avez un thème, vous voudrez développer pour l'avenir, ou sur un sujet chaud et brûlant. Comme on dit au village, toute la science ne peut pas tenir dans une seule tête. D'accord. Alors on fait appel à quelqu'un qui a un peu d'expérience, ou beaucoup, ce serait mieux, et qui vous aide à voir mieux. Nos jeunes qui viennent passer le bac en philosophie doivent connaître un peu ce que c'est. On appelle ça la maïotique. On va tirer dans le ventre de la personne et puis en observant notre environnement, comment on peut faire pour, à moyen terme, à court terme, à long terme, déployer. Maintenant que nous avons plus de détails sur votre spécialisation, dites-nous, des achats, est-ce qu'il y a différents types d'achats? Si oui, comment on les classe? Alors, il y a différents types d'achats, effectivement. Ça dépend de ce qu'on achète. Vous pouvez avoir des achats de négoce. Un groupe comme la Secagadis achète des biens, des boîtes de sardines, des boîtes de lait et les revend tout de suite. Vous avez des achats de matières premières. Voilà, vous avez besoin de pétrole, vous avez des... Donc c'est en fonction de type d'industrie, en fonction du secteur d'activité, en fonction du type de production que vous avez, que vous achetez. On peut avoir des achats de fournitures de bureau, donc moi c'est des achats généraux, on appelle ça. Et là, on s'occupe de tout ce qui se passe au sein même de l'entreprise, les différentes fonctions de l'entreprise. Voilà. Donc il peut y avoir des fournitures, il peut y avoir l'entretien, on peut avoir des achats de prestations intellectuelles. Vous pouvez appeler un consultant, un conseiller. Voilà. Comme vous pouvez avoir des achats industriels. Là, on va être dans l'outil industriel même et il faut une certaine expertise.
D'accord. Qui dit achat, dit acheteur. Dans ce cas d'espèce, disons, on parle de la Covid-19, comment se comportent les acheteurs généralement? Quelle lecture vous faites de leur comportement en ce temps de crise? Bon, en ce temps de crise, vous savez, quand on est acheteur, on doit d'abord être calme. On doit amener le calme. Voilà, on ne doit pas paniquer. Ensuite, il faut être un acheteur, c'est un pontife. D'accord. Voilà, un pontife dans le sens que c'est quelqu'un qui crée des ponts. Il va discuter avec les autres, il va voir comment ça se passe chez eux, comment il peut les aider à rationaliser, à mieux faire. Voilà. Un acheteur, c'est celui qui va aller tout de suite vers son fournisseur, parce qu'il faut à tout prix qu'il sache comment va se comporter son fournisseur. Il faut qu'il puisse cartographier ses fournisseurs. Donc, c'est celui qui rationalise en période de crise, voilà, qui amène la sérénité, mais qui est en même temps dans le show, parce qu'il faut gérer le show, en même temps qui prépare la sortie de crise, mais qui est aussi dans l'avenir. J'aime bien la définition de Jack Welch dans son best-seller Winning, quand il dit qu'un manager, c'est quelqu'un qui presse le citron et en même temps qui continue de rêver. Donc un acheteur, c'est quelqu'un qui presse le citron, qui gère le show, mais en même temps qui pense à demain, au futur. Et justement, parce qu'il pense à demain, on sait que la crise due à la Covid-19 a amené un certain mode de fonctionnement. On a vu certaines mesures, des restrictions qui ont été imposées aux États. On a vu le confinement, les mesures barrières aujourd'hui qui font partie de notre quotidien. Vers quoi vont se tourner les achats de demain? Alors, acheter demain, déjà avec le confinement, on est arrivé à ce qu'on appelle du remote work, donc travailler à la maison, travailler à distance. Donc, il y a des entreprises qui ne pouvaient pas s'arrêter. On a vu dans certains médias, par exemple, les journalistes qui, depuis leur maison, faisaient des émissions. Donc, on va aller encore plus vers du remote work aujourd'hui. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas forcément besoin de se voir tout de suite quand on travaillait. Prendre un avion, rendez-vous d'affaires, on pouvait très bien travailler avec des logiciels collaboratifs. C'est vrai que ça avait déjà commencé avec Skype. Et aujourd'hui, avec la crise du Covid-19, il y a eu l'émergence de logiciels comme Zoom, Microsoft Teams, qui existe depuis 2016, 2013, mais qui aujourd'hui est revenu à fond. Il y a des entreprises qui utilisent WhatsApp. Et WhatsApp a permis aujourd'hui que jusqu'à 8 personnes peuvent être connectées en même temps. Et donc, les achats de demain, ce sont des achats qui sont à la fois dans le remote work, travail à distance, à la fois dans le digital, parce qu'aujourd'hui, avec les clouds, on a toutes les informations qui peuvent être, on va dire, dans le ciel, sur le net. Et quel que soit l'endroit où vous êtes, si vous êtes connecté, vous avez accès à ces informations-là. Et les achats de demain, ce sont des achats qui vont, avec la crise du Covid-19, qui a surpris tout le monde, ce sont des achats qui seront très risk management. Donc, gestion des risques et notamment gestion du risque fournisseur. C'est vraiment important aujourd'hui. Donc, la gestion de crise. Et les achats de demain, ce sont des achats aussi qui feront très, très attention aux contrats. Donc, on va faire attention aux contrats. Parmi les acheteurs, il y a différentes catégories. Vous nous l'avez dit, il y a des prestataires de services. Des sous-traitants, oui. D'accord. Comment seront-ils, par exemple, pris en compte? Comment seront gérés les achats qui ont trait à ces prestataires de services? Bon, déjà, il y a prestation de services dans une entreprise organisée, il y a contrat. Alors, en plein Covid-19, que dit le contrat? Est-ce que la performance fournisseur pourrait être atteinte? On a dit, vous devez nous livrer tous les 2 jours, mais avec le confinement, avec les gens qui tombent malades, il faut savoir que c'est une crise qui est systémique et qui n'atteint pas une catégorie de personnes, mais qui peut atteindre du DG jusqu'à... Voilà. Donc, avec la sous-traitance, il faut faire très attention à ce que dit le contrat et faire attention à savoir est-ce qu'on peut les faire travailler ou pas, est-ce qu'on peut gérer le problème en interne, voilà. Est-ce qu'il est évident avec tous les risques? Donc, il faudrait que les fournisseurs, les sous-traitants aujourd'hui soient en phase avec toutes les mesures barrières prises dans l'entreprise, parce que quelqu'un qui vient de l'extérieur peut venir contaminer. Est-ce qu'ils ont les moyens, la surface financière pour faire cela? Aujourd'hui, c'était avec la crise, c'est devenu... il y a toutes ces mesures qui sont imposées, mais c'est de l'argent. Il faut acheter les gels, il faut acheter... Voilà. Est-ce qu'on peut les accompagner? Le fournisseur aujourd'hui, est-ce qu'il est en détresse?
Ce fournisseur, ce sous-traitant, est-ce que c'est notre premier sous-traitant avec le type, je prends par exemple le transport dirigé. Vous avez un médicament qu'il faut envoyer, il faut à tout prix que ce soit dans un caisson réfrigéré. Voilà. Donc, est-ce qu'il est capable de nous faire ce transport-là alors que la seule personne, par exemple, dans l'entreprise qui avait cette compétence est malade? Voilà. Donc, c'est toutes ces choses qu'il faut voir aujourd'hui. Et comment on fait pour accroître la performance lorsqu'on est sous-traitant dans ce genre de contexte de crise sanitaire? Pour accroître la performance, elle sera fonction de nos capacités en entreprise. D'où l'importance de la gestion du risque fournisseur. À l'origine, quand on fait un fournisseur, quand le fournisseur rentre en contrat chez nous, qu'est-ce que nous avons étudié chez lui? Sur quelle base il est rentré en contrat chez nous? Est-ce qu'il avait tous les moyens? Est-ce qu'il avait, par exemple, j'ai pris le cas d'un chauffeur, est-ce qu'on a le backup de ce chauffeur? S'il tombe malade, est-ce que quelqu'un peut venir, peut à sa place faire le boulot? Dans le transport, par exemple, dans la sous-traitance, par exemple, cette personne avait une certaine connaissance du métier, avait une certaine connaissance de l'environnement géographique, par exemple. Si cette personne n'est pas là, est-ce qu'on pourra... Donc, aujourd'hui, il faut faire attention à être agile avec le fournisseur. Est-ce que vous-même, vous avez besoin, parce que là, on a pris le cas du sous-traitant, mais est-ce que nous-mêmes qui avons employé ce sous-traitant, nous avons la capacité aujourd'hui de faire notre boulot parce qu'en entreprise, on a peut-être des cas de Covid, l'entreprise est en confinement. Voilà. Donc, c'est un jeu d'analyse entre la personne qui commet le sous-traitant et l'entreprise. D'accord. Voilà. Et puis, dans tout ça, il y a le numérique. Comment on fait pour gérer les risques? On sait qu'il y a la cybercriminalité, la protection des données qu'il faut réellement asseoir. Comment on fait justement pour protéger le consommateur d'Internet, par exemple, qui aura envie de réellement s'appuyer sur ces plateformes-là pour passer des commandes, pour acheter? Comment on fait pour le protéger? Bon, déjà, il est important lors du lancement de l'appel d'offres, quand on a d'un appel d'offres, de faire très attention à ce que l'on requiert chez ce sous-traitant, du point de vue digital. Est-ce que cette personne a la capacité de vous assurer une sécurité de vos transactions? On prend le cas de Zoom, qui est un logiciel collaboratif qui a énormément fonctionné, qui fonctionne énormément, qui est en plein boom pendant le Covid. Des écoles qui travaillent avec cette application ont eu un matin des images pornographiques. Le logiciel avait été piraté. Donc, il faut s'assurer que vous êtes avec une plateforme qui est capable de travailler avec vous, qui a les moyens de ses ambitions, une plateforme qui est capable d'être en cloud, donc qui a un backup. Aujourd'hui, si ça tombe là-bas, demain matin, vous pouvez avoir vos infos par un autre serveur. Il faut en même temps être sûr qu'on travaille avec un fournisseur qui sache très bien quels sont vos besoins à vous. Alors, lorsque votre fournisseur digital vient vers vous, il faut qu'il s'adapte à votre demande. Et c'est ce qu'en achat, on appelle la demande. La demande, c'est un besoin formalisé. Vous avez un besoin, oui, je veux être dans le digital, mais est-ce que ce besoin est conforme à vous? Pardon, vous venez au Gabon, nous, on parle français. Alors, il faut que Microsoft, si vous travaillez avec lui, par exemple, soit capable de vous donner des contenus en français. En français. Voilà. D'accord. Très bien. Si vous nous rejoignez à peine, je vous rappelle que nous sommes avec Salomon Eman. Il est advisor senior. Avec lui, nous abordons la question de la fonction achat à l'heure du coronavirus. Dans tout ça, avec l'économie mondialisée, on dit que la supply chain, voilà, c'est-à-dire la chaîne d'approvisionnement, est la colonne vertébrale de l'économie. Mais comment on fait lorsqu'on arrive au temps où tout est géré par le coronavirus? Ou presque. Comment on fait pour gérer cette chaîne d'approvisionnement? Bon, la chaîne d'approvisionnement, il faut que supply chain management, c'est la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Et la fonction achat, la fonction logistique, la fonction approvisionnement sont des éléments de cette chaîne. La supply chain, c'est simple. Comment on fait, par exemple, pour qu'une boîte de sardines Belma fabriquée à Agadir chez l'entreprise Belma se retrouve à Makokou ou se retrouve à Mbigou. Voilà. Donc, avec le coronavirus, déjà, il est important que l'on sache si le fournisseur a la capacité de toujours produire. D'accord. Il est important, en termes d'approvisionnement, de savoir qu'est-ce qu'on a dans nos stocks.
Je prends l'exemple d'une boîte de sardines. Vous pouvez avoir à Agadir, par exemple, vous avez tout le poisson, vous avez toute la tomate, mais la boîte de sardines vient dans une boîte en fer. Le fer ne se trouve peut-être pas sur place. Il faut le faire venir. Donc, est-ce que chez notre fournisseur de fer, nous sommes une entreprise avec un chiffre d'affaires important pour eux? Qu'est-ce que nous représentons pour eux? Donc, il est important déjà qu'on se mette à savoir qu'est-ce que nous représentons pour ce fournisseur. Ensuite, nous-mêmes, en tant qu'entreprise, est-ce que nous avons les moyens d'assurer la livraison, la fabrication, la production, la distribution de notre produit que nous fabriquons? Aujourd'hui, avec le Covid, on a les frontières qui sont fermées. Mais il faut savoir qu'il y a aussi les frontières maritimes. Voilà. Donc, on peut trouver d'autres moyens pour faire venir de la marchandise. Oui, il y a l'aérien, mais il y a certains qui ferment leurs frontières en aérien. Ils ferment leurs frontières maritimes. Ils ferment leurs frontières en terrestre. Donc, aujourd'hui, c'est de travailler avec l'entreprise en sachant, par exemple, en fonction du risque, qu'est-ce que votre État est capable, votre entreprise est capable de faire en fonction de toutes les opportunités économiques qui sont faites. Je prends un exemple, j'aime toujours prendre le Maroc et le Gabon. On a une certaine relation ensemble. L'État marocain peut dire, par exemple, que tout ce qui est Gabon peut partir par le port. Et là, c'est une opportunité. Il y a des fournisseurs qui peuvent être politiques, qui ont une certaine exclusivité. Il y a des fournisseurs qui sont historiques. On a l'habitude de travailler avec eux. Il y a des marchés qui sont sensibles. Donc, à nous, aujourd'hui, dans l'entreprise, en fonction de la chaîne d'approvisionnement, de savoir qu'est-ce qui est possible de faire et comment l'envoyer vers notre client et qu'est-ce que notre client est capable de recevoir. Aujourd'hui, je prends l'exemple du port ou des aéroports, on a le risque logistique à gérer. Lorsqu'on dit que l'aéroport est fermé, là, vous pouvez envoyer votre marchandise au port et puis le port dit non, rien ne sort. Donc tout un management autour de la chaîne d'approvisionnement. Cette crise sanitaire révèle aussi de manière assez alarmante, malheureusement, le taux de dépendance des entreprises vis-à-vis de certains fournisseurs des pays asiatiques, notamment dans le secteur de l'automobile, des technologies ou pharmaceutiques. Comment on fait pour sortir de cette dépendance ? Bon, effectivement, cette crise a montré qu'il y avait une certaine dépendance de certaines industries ou de certains pays vers certains marchés. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est global. Moi, aujourd'hui, une entreprise française peut acheter du matériel en Chine pour une livraison pour un projet à Mwanda. Voilà. Donc, aujourd'hui, avec cette dépendance, il est important de nous relocaliser par rapport au sourcing. Est-ce qu'on ne peut pas, dans le Gabon, par exemple, dans la sous-région, par exemple, trouver un fournisseur? Et ça, c'est un des rôles aussi des achats. Tout le temps sourcer, tout le temps rechercher, faire ce qu'on appelle la veille. On est tout le temps en train de se demander, est-ce qu'on ne peut pas... Regarder s'il y a une nouvelle opportunité. S'il n'y a pas une opportunité de concurrence, est-ce qu'il y a une opportunité d'amélioration et qui se trouve peut-être à côté de nous? Aujourd'hui, quand vous allez par exemple dans des magasins, des supermarchés, vous allez trouver de la viande de Nouvelle-Zélande, de la viande qui vient de France. Mais vous avez aussi la viande qui vient du Cameroun. Et la viande qui vient du Cameroun vient aussi du Tchad. Alors, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire en sorte de s'approvisionner au Tchad, de s'approvisionner au Cameroun? Après, ça demande peut-être des infrastructures, peut-être certaines commodités. Mais aujourd'hui, c'est essayer de sourcer en local, de sourcer avec des marchés qui nous sont beaucoup plus proches et d'amener une certaine diversité dans son panel fournisseur. C'est vraiment important parce qu'aujourd'hui, je prends un exemple simple qui est d'actualité. La crise avec Huawei. Les États-Unis avec Huawei. Aujourd'hui, pour la 5G, il y a quelques blocages, mais tous ceux qui ont investi, tous ceux qui ont fait des contrats avec eux, est-ce qu'aujourd'hui, ils peuvent se rabattre vers d'autres fournisseurs? Est-ce qu'aujourd'hui, ils peuvent être sûrs que leurs commandes seront produites? Donc, il y a ce risque. Là, on est dans un risque politique. Fournisseur, c'est complètement politique. Ce n'est pas un problème de production. Voilà. Et donc, là, il faut faire attention à diversifier son panel fournisseur, à faire de la veille en local. C'est vraiment important. Très bien. Donc, plus haut, vous nous parliez de ces achats-là qui seront en priorité demain, disons après la crise sanitaire que nous traversons. Mais est-ce qu'on n'aura pas l'impression d'être manipulé? Est-ce qu'on ne sera pas tous orientés vers un genre d'achat? Non, on ne peut pas. Je veux dire oui et non, parce que c'est assez subtil.
il y a un peu la dictature du marketing. Hein. Aujourd'hui, avec les publicités, on est un peu sur une certaine ligne de conduite et puis il y a ce déclencheur d'achat en vous qui vous dit bon, je vais prendre ça, je vais prendre ça. Mais justement, le rôle de l'acheteur, c'est de rationaliser, de ramener les choses de manière intelligente, d'ouvrir le cadre, de voir plus loin. Et quand on parlait justement de relocaliser, c'est aussi ça le rôle. C'est-à-dire chercher quelle est cette personne qui peut m'apporter ce petit plus que la grosse entreprise ne peut pas m'apporter. Voilà. Ça peut être de la proximité. On n'achète pas seulement du bien et du produit, on achète aussi du service, on achète de la prévente. Quand aujourd'hui, vous avez votre caméra, elle tombe en panne, est-ce que vous avez vraiment envie que ce soit Sony qui vienne du Japon pour la réparer? Est-ce qu'en local, en interne, il n'y a pas quelqu'un qu'on peut former ou en local, dans votre environnement, peut-être au Gabon, à Libreville, peut-être au Cameroun, dans la sous-région, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir? Voilà. Donc, on peut avoir une certaine dictature parce qu'on peut être ce qu'on appelle en achat en monosource, c'est-à-dire que là, pour ce produit, il n'y a que cette personne qui le fait. Et si vous le voulez, ben, il faut aller chez lui. Par contre, ça peut s'ouvrir dans le cadre, par exemple, on prend dans le cadre des pneus. Vous avez Michelin, vous avez Goodyear. Il y a plusieurs fournisseurs possibles. Et c'est à vous maintenant de faire cette veille, mais toujours en fonction du cahier des charges. Ce qui suppose en fonction du besoin de votre entreprise. Il est important de rappeler qu'un acheteur ne réfléchit pas tout seul. Un acheteur travaille toujours en binôme. Il n'a pas la science infuse. Moi, par exemple, j'ai travaillé dans le pharmaceutique, j'ai travaillé dans le transport express, j'ai travaillé dans la restauration, je suis aujourd'hui dans l'énergie, je fais du conseil. À chaque fois, quand j'arrive, la première chose que je fais, c'est ce qu'on appelle de l'intégration. Il faut que je me mette dans les souliers de la production et que je comprenne ce qu'ils sont en train de faire pour acheter en fonction de leurs besoins. Ensuite, c'est eux qui commettent le cahier des charges et nous encadrons l'achat. Nous mettons un cadre. Aujourd'hui, quelqu'un peut vouloir acheter une Rolls-Royce pour aller faire une intervention. Mais est-ce qu'on en a vraiment besoin? On a peut-être besoin d'un camion, on a besoin d'un 4x4. Donc, il y a besoin d'un véhicule, certes, mais que ça soit encadré. Le confinement s'accompagne d'une crise économique durable. On le sait, celle-ci a de fortes répercussions sur le portefeuille de plusieurs personnes. C'est vous l'expert. Dites-nous, dans un tel contexte, que vaudra encore le pouvoir d'achat plus tard? Bon, quand on parle de pouvoir d'achat, on parle de revenus, on parle de prix. Les prix sont fixés par les entreprises en fonction justement des achats, en fonction du marketing, en fonction de leurs besoins propres, de développement, de recherche-développement. Et puis, il y a l'État qui encadre tout ça. Donc, c'est assez difficile à cerner d'un point de vue unique comme ça. Par contre, le revenu, c'est ce que vous gagnez après avoir prêté votre force, votre intellect, et on vous rémunère. Et là, si on ne peut pas avoir une action sur le prix, on peut avoir une action sur ses dépenses. Voilà. Et aujourd'hui, le pouvoir d'achat, c'est très simple. Si les prix augmentent et votre salaire est stable, ben, vous achetez moins. Si les prix baissent et votre salaire est stable, vous pouvez acheter encore plus. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce qu'il est important, c'est que les gens qui nous suivent aujourd'hui puissent se focaliser sur sur quoi ils peuvent eux-mêmes agir. Effectivement, l'État doit faire sa part. Ce serait intéressant, par exemple, on parle de prix, par exemple, que la douane, est-ce qu'il y a des possibilités de diminuer les taxes sur les douanes parce que ça influe sur les prix? Mais nous-mêmes aujourd'hui, est-ce qu'on peut, par exemple, maîtriser nos coûts, maîtriser nos dépenses? Je prends un exemple. Avec le confinement, on a eu, par exemple, toutes les salles de sport qui ont été fermées. Mais entre-temps, les gens avaient besoin de faire le sport. Ils ont marché, ils faisaient de la marche. On a pris quelques kilos. Voilà. Pour ceux qui voulaient les prendre, parce que ceux qui voulaient se déployer, marcher, et tout ça. Mais une fois que vous avez pris goût à marcher, vous vous rendez compte que voilà, ça marche, ça me permet de rester en forme et tout ça. Est-ce que lorsqu'on réouvre les salles et on est en pleine crise, on a des problèmes de salaire, on va encore aller payer? Vaut mieux pour l'instant vous couper cette charge. Quand on ne peut pas couper, il vaut mieux réduire. Très bien. Voilà. Avant de nous quitter, Salmon, nous avons cette question d'une internaute. Elle est au Burkina Faso. Il s'agit de Myriam. Alors, Myriam se demande si avec la crise de la Covid-19, on doit craindre la pénurie. Oui et non. Ça dépend des secteurs. Je disais récemment à un ami que regardez un peu dans les rues de Libreville. Quelqu'un pour qui le Covid-19 a bien profité, c'est les vendeurs de tentes. Voilà. Et des chaises.
Parce qu'on demande, voilà, à chaque fois, on met des chaises. Voilà. Donc, ça dépend du secteur d'activité. Par contre, je parle par exemple d'agriculture. On est resté chez nous, les gens sont tombés malades. Il y a des périodes pour planter. On ne plante pas n'importe comment. Il y a des saisonnalités. Et si pendant le moment où on devait planter le concombre, par exemple, les gens étaient malades, les gens n'ont pas pu planter, effectivement, on aura des pénuries. Encore une chose, il faut, quand on plante aujourd'hui de façon industrielle, on a des graines, on a des semences, on a des fertilisants. C'est ce qu'on appelle des inputs. Mais tous ces inputs, est-ce qu'on a pu, on a parlé tout à l'heure d'approvisionnement, est-ce qu'on a pu s'approvisionner? Est-ce que les commandes ont pu être faites? Est-ce que les commandes ont pu être livrées? S'ils n'ont pas eu leurs commandes et qu'ils avaient l'habitude de planter et d'avoir une récolte, on va dire par exemple de 100 kilos, c'est sûr qu'on va s'attendre à une récolte de 30, 40 kilos et forcément il y aura une pénurie dans ce secteur. Il est indéniable que le coronavirus aura un impact sur l'économie mondiale. Tous les secteurs sont concernés. Malheureusement, pour que les achats s'en sortent, il va falloir mettre en place des stratégies pour éviter au maximum les tentacules de la Covid-19. Merci à vous, Salomon Eman. Merci. Je rappelle donc que vous êtes advisor senior ou senior advisor des deux cas. Merci d'avoir été des nôtres et surtout n'oubliez pas que le temps de la réflexion est une économie de temps. Restez sur Gabon 24. Au revoir.